Today, we're going to take the second step in building the computing infrastructure of human society. Last week, you saw the mail to the Moodle. Closures are the concept, procedure values. On top of that, I will show you today higher order programming. Ah oui, pardon. Oui, je me souviens, désolé, je vous présente mes objets, excuses. C'est vrai. Ok, donc je recommence. Bon, dans la langue de Molière. Donc, les fermetures, les valeurs procédurales, c'est le fond. C'est ça le cœur de l'informatique dans la société. Et je vais vous montrer comment l'édifice se construit. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle la programmation d'ordre supérieur, Higher Order Programming. C'est simplement faire du code avec ça. Vous avez vu le concept la semaine dernière. Et ça a l'air simple, non? Il y a code plus environnement contextuel. Mais il y a des techniques de programmation incroyablement fortes qu'on peut faire avec ça. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Higher Order. Et au-dessus du Higher Order, il y a des abstractions, des objets, des classes, des petites abstractions, des composants, des agents, tous les serveurs, toutes les techniques qu'on utilise pour faire de très grands programmes en équipe, qu'on peut cacher une partie de l'autre. Parce que aucun être humain ne peut écrire un système d'exploitation comme macOS ou Windows. C'est 50 ou 100 millions de lignes de code. C'est beaucoup, hein? Je ne sais pas si vous avez jamais vu ça. Un être humain, après des années de travail, pourrait éventuellement écrire et maintenir 100 000 lignes de code. C'est beaucoup. Ben là, c'est 50 millions. Aucun être humain ne peut comprendre ça. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va diviser pour régner. On va découper en abstraction. Ben, il faut qu'on puisse faire ça. Et la façon de faire ça, c'est avec des langages qui le permettent. Et le concept qui le permet, c'est les valeurs procédurales. C'est avec ce concept qu'on peut faire une abstraction qui cache son intérieur de l'extérieur. Moi, je peux utiliser une librairie super compliquée et je ne peux pas regarder le code. J'ai juste l'interface. Et donc, il y a une division. Même si je voulais regarder le code, je ne pouvais pas. Et ça, c'est super important. Et c'est ça que nous allons voir dans le deuxième pas aujourd'hui. Mais avant de commencer tout ça, quelques instants de respect pour les Ukrainiens qui se battent toujours pour leur liberté et pour la nôtre. Ok, il y avait, avant de commencer dans la profession industrielle, je dois quand même vous parler un tout petit peu de la sémantique, de ce qu'on peut faire avec la sémantique. C'est super intéressant parfois de prouver qu'un programme marche. Donc, je vais d'abord vous parler encore un peu de sémantique. Mais je vous promets, après, on ne va que écrire du code. C'est beaucoup de code. Mais pour la sémantique, ça c'est encore un peu plus mathématique. Quand est-ce qu'un programme est correct? Hein? Ça veut dire pas buggé. Hein? Avant, quand il fait ce qu'on veut qu'il fasse, comment est-ce qu'on peut en être sûr? Eh bien, c'est là où on a trois choses. On a le programme, et ce qu'on veut, c'est la spécification. Vous avez déjà vu ce mot, je pense. Et le lien entre les deux, c'est la sémantique.
Donc, on peut faire un petit diagramme. Le programme ici, c'est un texte écrit dans un langage de programmation. La spécification, c'est une formule mathématique. Ça peut être écrit en français, mais à la base, c'est toujours une formule mathématique. Et le lien entre les deux, c'est la sémantique. Parce que normalement, il n'y a rien qui les connecte. Hein. Le programme, c'est un texte et ça tourne. Et spécification, c'est ce qu'on veut que ce truc qu'il fasse. Et les liens, c'est la sémantique. Donc voici un exemple très simple. On a la fonction factorielle. Cette pauvre fonction est tellement utilisée, on va lui donner sa récompense. Hein, comme disait Humpty, quand une fonction travaille autant, je lui donne beaucoup de récompenses. Donc la fonction factorielle, ici, il y a une spécification, c'est des mathématiques, ça. Pas de programme. Et en bas, il y a un programme. Là, pour la simplicité, je mets le mauvais programme. Et on peut mettre le bon. Si on met le bon, il faut une autre spécification hein, avec un ordinateur. Ça, c'est un exercice. Ce programme, c'est un texte écrit dans un langage. Et ça, c'est une formule mathématique. Donc, ce sont deux trucs très différents, hein, dans des mondes très différents, et c'est la sémantique qui les connecte. Donc, on va prouver que l'exécution de ce programme, R égale fact n, et après, on a une formule mathématique qui est satisfaite, la valeur petit r égale n factoriel. Donc, un lien entre un texte et la mathématique. Pour prouver ça, je vais juste vous parcourir ça, les idées de base. On a un programme récursif, hein, n, n-1, n-2 jusqu'à 0. Et pour prouver mathématiquement une fonction récursive, on a besoin de ce qu'on appelle l'induction mathématique. Hein, si quelque chose est vrai pour 1, et si c'est vrai pour n-1, et ça implique que c'est vrai pour n, alors c'est vrai pour tout n. Ce principe s'appelle l'induction mathématique. Donc il y a deux parties, un cas de base, un base case, et un cas général. Il faut prouver ces deux cas corrects, et si on a fait ça, c'est bon. Et quelques exemples. Pour les entiers, les cas de base, en général, c'est un petit entier, 0, 1. Et sinon, le cas général va de n-1 à n. Mais on peut aussi faire pour les listes, hein. Ce n'est pas simplement pour les nombres. Pour les listes, le cas de base, ça peut être une île ou une petite liste, un élément. Et le cas général, c'est une liste T. Si c'est vrai pour T, c'est vrai pour H bar T. Et du coup, c'est vrai pour toute la liste. Okay? Et donc, pour prouver ça, voici le schéma. Ce transformant explique tout, en fait. Hein. On doit démontrer que factoriel calcule n factoriel pour n plus grand égale 0. Donc, il y a les deux cas, n égale 0, et les cas n-1 vers n. Et dans les deux cas, on va comparer spécification et exécution. Dans le cas n égale 0, on a 0 factoriel égale 1, c'est le maths. Mais on doit exécuter factoriel 0. Donc on exécute avec la machine abstraite. Et on va voir, ça donne 1, et c'est bon. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est n-1 vers n. La spécification dit n factoriel égale n fois n-1. Eh bien, il faut montrer aussi pour la sémantique, si on exécute factoriel n, on obtient n fois factoriel n-1 avec l'hypothèse d'induction. Donc pour n-1, on a factoriel n-1 égale n-1 factoriel. Et il y a, ça, c'est la multiplication. On suppose que la multiplication est correctement implémentée. La sémantique dit que c'est une multiplication, mais on suppose que l'implémentation fait effectivement une vraie multiplication. Et du coup, on a n fois n-1 factoriel. Avec la sémantique, c'est égal à n factoriel. Et donc, factoriel n égale n factoriel. On a donc supposé que factoriel n-1, c'est n-1 factoriel.
et on a démontré que factoriel égale n factoriel. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait, mais j'ai un peu glissé sur certains détails, les phrases en violet, là, ou c'était mauve, en mauve, il faut exécuter avec la sémantique. Et je vais juste vous montrer un exemple. On va exécuter le programme avec la sémantique. Et donc, c'est simplement la machine abstraite qu'on a fait la dernière fois. Et c'est toujours en 2 pas. On traduit notre programme en langage noyau, kernel language, factoriel. Et le deuxième pas, avec ce programme, on fait tourner la machine abstraite. Tout simple, comme on a vu la dernière fois. Donc, ici, voici la définition de factoriel. Ici, on a factoriel. Vous voyez la définition ici en bas. C'est tout petit. Puis en langage noyau, c'est plus gros. C'est ça. Derrière le bord, c'est une procédure. Le principe, toute variable devient visible. Donc le résultat, R, on le voit, c'est R. B, la booléenne, la valeur booléenne pour la comparaison, on le voit, B. Ici, l'appel récursif R1, on le voit. Quand on a ici la définition, on ne voit pas. Factoriel n-1, ça donne un résultat qui est multiplié avec n. Mais ici, on le voit. Factoriel n-1, ça donne R1, R égale n fois R1. Donc on voit tout, et c'est plus long. J'ai en fait exprès, j'ai laissé quelques petites erreurs dans cette traduction. Ce n'est pas totalement exact. La vraie traduction, c'est encore un peu plus que ça. Qu'est-ce que j'ai manqué là, en fait? En fait, le principe, c'est que je ne peux utiliser que les instructions du langage noyau. Mais là, il y a des trucs qui ne sont pas des instructions en langage noyau. Il y en a qui ne sont pas. Par exemple, n1 égale n-1. Eh bien, en langage noyau, je peux faire un appel de procédure. Donc, si j'ai le moins, si j'ai x égale y moins z, en fait, ceci, le moins, c'est un cycle syntaxique pour une procédure à 3 arguments, puis je vais appeler moins. Ça, je peux faire en langage noyau. Par contre, n1 égale n moins 1, ça je ne peux pas faire en langage noyau. Pourquoi? C'est un petit détail, mais dans le langage noyau, tout se joue sur les détails. La sémantique, c'est des détails. Parce que ici, on a 2 identificateurs, mais là, ce n'est pas un identificateur, c'est une valeur. Et on ne peut pas faire ça. Parce que le moins ici, il faut 3 identificateurs. Ça, c'est une instruction au langage noyau. Et ça ne l'est pas. Moins, N1, N1 n'est pas une instruction au langage noyau parce que le 1, ce n'est pas un identificateur. Donc, il faut faire encore un peu plus. Voilà, je vais donc vous le montrer. C'est des détails. Il y a aussi un autre cas. N égale 0, c'est un peu le même cas. Le 0, c'est une valeur. Donc, pour vraiment faire un langage noyau complet, je dois faire comme ça. Vous voyez que ça devient super long. Question? Oui. À la toute première ligne, proc, fact, LR. Oui. Si on déplace le fact pour faire fact égale proc et qu'on... Oui, en fait, ça, super bien, merci. En fait, il y a encore une autre erreur. Merci beaucoup. Ça, en fait, on n'a pas le droit d'écrire comme quoi fact NR. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que ce n'est pas dans le langage noyau. En fait, strictement parlant, on doit faire ça. Je vais corriger ça. Merci. Comme quoi, vous m'aidez à débugger les slides. Merci beaucoup. Donc, en fait,
Ça, il y a encore une erreur. Comme quoi, hein, ça, on n'a pas le droit d'écrire ça. En langage Maillot, les procédures sont des valeurs et on peut faire identificateur égal valeur. Et là, on met le dollar pour juste comme une balise, là, pour qu'il n'y ait pas de confusion. N et R sont des arguments pour dire qu'il n'y a pas d'identificateur. Ça s'appelle une valeur anonyme. Hein. Okay. Donc, il y a encore une petite erreur. Merci beaucoup. Donc, le proc. D'ailleurs, je peux faire corriger ça tout de suite. Je vais mettre les nouvelles slides sur le niveau 2. Je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Il n'y a pas d'autre bug. Ça c'est beau. Hein. Je pense que c'est bon. Oui. Oui, ici, je ne déclare pas le fact. Oui, le fact ici est un multiplicateur libre. Mais normalement, la définition se met ensemble avec l'appel. Ici, c'est juste la définition de fact. Ce n'est pas un programme complet. Pour faire un programme, il faut mettre la définition. Il faut faire un truc comme ceci. Si on veut faire parce que ça c'est très bien. Merci pour les questions. Comme ça, je mets vraiment les points sur les lignes. On peut faire ça. Local fact in. Si on a la définition, fact égale proc n. Ici, on a un appel. Fact, hein, par exemple, A, B. Hein, et bien sûr, on va faire A. A égale 10. Et on a un end. Et on a deux end. Ceci est un programme, en fait. Cette instruction n'a pas d'identificateur libre. On va définir factoriel ici, la même définition que là, mais je le mets ici, et on appelle avec deux arguments A et B. Hein, je mets A égale 10, et à la fin de l'exécution, la valeur petit b sera liée à la factorielle de n si tout va bien. Donc ça, c'est le programme complet qu'on donne à la machine abstraite. Ok? Mais pour la preuve, je devais exécuter deux trucs. Hein. Je vais reculer un peu. Je devais exécuter factoriel 0 et factoriel n. Donc je vais juste vous montrer factoriel 0. Donc sigma, c'est la mémoire. Donc il y a une variable petit fact égale la procédure avec un environnement contextuel. Quel est l'environnement contextuel de factoriel ici? Ah, bonne question. Hein? Quel est l'identificateur à l'intérieur de cette définition qui est définie à l'extérieur? Il n'y a qu'un seul. Hein? Par contre, si je vous montre ça, c'est plus facile. C'est la même chose pour la définition pratique, là. Si je vois la définition ici, quel est l'environnement contextuel, là? Bonne question, hein? Quel est l'identificateur ici qui n'est pas défini à l'intérieur? Voilà, N, c'est un argument, donc ça compte pas. Ben, il y a factoriel, F-A-C-T, fact. Donc, dans toute fonction récursive, l'identificateur de la fonction elle-même fait partie de l'environnement contextuel. Hein. C'est typique pour une fonction récursive. Hein. OK? Et n égale 0, hein, factoriel 0, R c'est le résultat, il y a l'environnement, E, pour connecter factoriel et l'appel, et ça c'est l'appel, factoriel ZF, et on exécute ça. Maintenant, on fait tourner la machine abstraite, comme on a fait la dernière fois.
Je ne vais pas tout faire parce qu'on va faire d'autres après. Donc ça, c'est l'appel. Un appel de procédure s'exécute en remplaçant la procédure par la définition, le corps de la fonction. C'est donc ici. Je mets juste une partie du résultat. Et il y a un autre environnement ici. Ça, on a vu la dernière fois. Ici, à l'appel, on a fact Z et F. Donc, fact Z et F. Par contre, ici, on a la définition à l'intérieur de la fonction. Donc, il y a fact, l'appel récursif, mais les deux arguments dans les définitions s'appellent N et R, et pas Z et F. Donc là, il y a un nouvel environnement avec N et R. C'est ça, on a vu la semaine dernière la formule qui fait ça. Vous voyez comment ça marche. Après, on exécute. On exécute d'abord le local, qui va créer une variable. Ça donne ceci. On a une variable petit b là. Là, on a une instruction qu'on doit séparer, composition séquentielle. Ces deux instructions-là, je vais laisser un peu les détails à vos soins. Ça, à la fin, on va lier b égale true, parce qu'on va d'abord faire une comparaison n égale 0, ça va donner true, b égale true, et les if, on va faire r égale 1, et petit r égale 1, et c'est bon. C'est ce qu'on devait voir ici. On devait voir que R, le résultat, égale 1. Et c'est ce qu'on voit ici. Là. Donc, on a exécuté factoriel 0 avec la sémantique. Le résultat, c'est 1. Ça fait le cas de base. Après, on va faire le cas général. C'est à peu près pareil, mais je ne vais pas vous le montrer. Vous pouvez le faire comme exercice. C'est pas beaucoup plus compliqué. En fait, on exécute et on tombe sur l'appel récursif ici. Et après, on utilise l'induction. N1, ça fait N1 factoriel, on fait la multiplication et c'est bon. OK? Donc voici, c'est tout ce que je veux dire sur l'épreuve de programme. Il y a des cours entiers qui sont faits dessus. On appelle ça la vérification en général. Et si vous allez après travailler dans une boîte qui fait des logiciels qui sont critiques, dont dépendent des vies humaines, un logiciel médical, ou dans l'avionique, ou un vaisseau spatial, ou un truc comme ça, on va vous demander de faire une preuve. Et vous allez utiliser ça, mais un peu plus compliqué, parce que le programme est plus compliqué que factoriel. Et pour la petite histoire, c'est très important. Il y a quelques années, c'était déjà une vingtaine d'années, vous connaissez les processeurs Intel utilisés dans les PC. Eh bien, il y avait une erreur dans le processeur. Il n'implémentait pas bien la division. Pour deux valeurs, ça donnait un faux résultat. C'est terrible, parce qu'ils n'avaient pas prouvé que c'était correct. Et à un certain moment, ça gêne parce qu'il y a des millions de gens qui utilisent ce truc-là. Si la division ne marche pas, ils étaient un peu embarrassés chez Intel, et du coup, ils ont pris les gens qui savent faire la vérification, et ils ont fait pour le processeur suivant, ils ont fait la vérification. Ok, je termine donc avec la sémantique. Juste un truc, la sémantique est très utile pour beaucoup de choses. La sémantique vérification, j'ai parlé de vérification. Pour le débugage, parce qu'un bug, c'est parce qu'on sait ce qui est correct. Et si ce n'est pas correct, c'est un bug. On peut faire une vérification, on peut faire l'analyse. Les compilateurs savent la sémantique, parce qu'ils font des optimisations. Ils doivent respecter la sémantique. Et donc, il y a plein de choses
Et un des trucs qu'on va voir dans ce cours plus tard, si on a le temps, c'est le garbage collection. Vous avez connaissez ça? En bon français, ça s'appelle le ramassage de miettes. C'est quand on alloue la noire, par exemple dans un programme Java, et quand cet objet n'est plus accessible, la mémoire de cet objet est récupérée automatiquement. Et il y a un algorithme pour faire ça. Mais c'est vachement délicat, parce que si on récupère un truc et il y a encore un pointeur, eh ben, c'est un vache de bœuf, c'est très difficile à débugger. Et je vais vous montrer, expliquer le garbage collect, et en général on fait ça aussi avec la sémantique. Ok. Un petit dernier truc, parce que on est dans une université, parce que la sémantique, c'est des maths discrets. Et en général, dans les cours universitaires, on voit beaucoup de maths continues. Vous avez probablement vu des équations différentielles, des intégrales, des trucs comme ça, analyse complexe. C'est des maths continues sur le nombre réel. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est pas ça du tout. C'est totalement différent. C'est des maths discrets. Et la machine abstraite que nous voyons dans ce cours, c'est probablement l'objet, la structure discrète la plus compliquée que vous avez vue. Je ne crois pas que vous ayez vu un truc encore plus compliqué. Mais vous voyez que ça reste relativement simple. Si on comprend ce que ça fait. Ok, pour la sémantique. Maintenant, on va passer à la programmation d'ordre supérieur, Higher Order Programming. Je vais d'abord vous faire un petit dessin. Parce que c'est très important, donc c'est pour ça que je vous dis, fermeture, programmation d'ordre supérieur. On va voir ce que c'est l'ordre. L'ordre supérieur. Après, il y a abstraction des données. Ça, on va voir plus tard dans le cours. Et après, il y a toute la technologie de l'information qui est bâtie. Ce truc-là est pervasif, c'est partout dans la société. Vous avez, je pense que vous avez presque tous un smartphone dans vos poches. Je suis probablement mis en mode silence, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de puissance de calcul dedans. Ça marche à cause de ça. Ceci, je peux dire que c'est le concept le plus important. Avec ça, on peut faire ça, on peut faire ça, et c'est ça qui est sous-jacent à toute la technologie d'information. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de code. Je vais vous montrer ça. Et on va voir les techniques de programmation, higher order. D'abord, qu'est-ce que c'est l'ordre d'une fonction, la généricité, l'instanciation, la composition de fonctions, comment on va abstraire un accumulateur, l'encapsulation, l'exécution retardée. Ce sont des techniques de programmation qu'on peut faire du higher order. Et avec ça, on peut faire des abstractions. On va voir ça plus tard. Pour commencer, je voudrais d'abord bien mettre dans vos têtes qu'est-ce que c'est une fermeture. Donc, je vous redonne un exemple. Ici, il y a une fonction inc qui fait x plus a. En fait, si on en met le noyau, la procédure x, y égale x plus a. Je vais l'écrire sur le tableau parce que nous allons en avoir besoin tout à l'heure. Donc, inc égale, ça c'est une procédure. Donc, je bon nombre d'arguments, x, y égale x plus a. Et le A est dans l'ordre contextuel parce qu'il est défini
avant 1, par exemple. Par contre, les x et y sont des arguments, donc ils ne sont pas dans le nombre contextuel, ils sont définis en tant qu'arguments. Donc dans la mémoire, on a ce truc-là. C'est ça, une fermeture, une valeur procédurale. Il y a le code, un objet du code, et il y a un environnement contextuel. Deux choses. Il y a le code, il y a des instructions compilées, et un environnement contextuel, c'est un pointeur vers une variable, en fait, si on peut voir ça. Ici, on compile ça dans tous les langages, on va obtenir un truc comme ça. Aucune exception. Sauf si votre langage est cassé, comme Lisp dans les années 50. Mais si votre langage est bien, tous les langages modernes sont bons, on va faire ça. Et je veux vous faire un appel de ça. Browse int de 10. Ça va afficher 11. Donc, j'ai local m, m égale 10. Int mn, browse n. Ça, c'est le langage Mario. Alors, on suppose que le int est déjà défini. Là, et le browse aussi. Et voici un transparent bien encombrant, plein de trucs. Et en fait, ce qui se passe ici est très simple. Et je vais vous faire la version simplifiée sur le tableau. Je fais l'appel de int m n. Il y a un environnement ici. C'est la partie rouge en haut. Il y a le m, il y a le n, il y a int. Il y a aussi le browse, mais ça, je vais utiliser une autre instruction. Je vais juste faire comme ça. Et il y a une mémoire ici, sigma. Je vais l'écrire comme ça. Je vais faire ça avec tous les symboles. Ici, c'est une pile, donc en principe, on peut avoir plusieurs instructions. Là, on a une seule. Quand on exécute ça, on remplace l'appel de procédure par la définition de la procédure. Et on fait quelle définition? Y égale x plus a. Il y a un environnement. Et le sigma n'a pas changé. Ça, c'est un pas, c'est l'appel de procédure. La question maintenant, quel est l'environnement à mettre ici? Je vais le mettre en vert. Parce que ça, c'est très important. En fait, on a vu la dernière fois, il y a quoi là-dedans? Il y a Y, il y a X et A. Il y a trois identificateurs. Y, X et A. La A, c'est quoi? Eh bien, la A, ça vient de l'environnement contextuel. C'est donc petit a. En fait, il y a aussi un a. Dans le sigma, il y a un a, petit a égale 1. Et les y et les x, quelles sont les variables? Là, avec ce diagramme, on sait tout. Les y, c'est le deuxième argument du int. Ça correspond donc à m. C'est le y, c'est le deuxième argument. Ici, c'est le deuxième argument. Et le x correspond à m. Donc, quelle est la variable qui correspond à y? Bon, c'est la même variable qui est derrière le grand n. C'est donc petit n. Quelle est la variable derrière x? C'est la même variable derrière le m, c'est le petit n. Donc, l'environnement, c'est ça. Donc, x vers petit m, y vers petit n, a vers a. Vous voyez que ces deux environnements ne sont pas les mêmes. Si je pose cette question sur l'examen, il y en a toujours qui mettent le même environnement là. Mais non, ici,
Ici, on est à l'extérieur de la procédure. Ici, on est à l'intérieur. Donc l'environnement change complètement. Les deux n'ont rien à voir. Vous voyez qu'il n'y a rien qui est en commun entre les deux. Hein? M, N, Y, X, A. Et vous voyez comment on obtient celui-là. Bien, la formule compliquée qu'on a vue la dernière fois, c'est juste ce que je viens de faire. OK? OK. Assez de théorie. On va commencer à faire le higher order maintenant. Enfin, beaucoup de préparation. Parce que quand j'écris du code, je veux que vous compreniez ce que je fasse. Hein? Je vais écrire du code et ça va marcher. Ça marche à cause des environnements contextuels. OK. Hein? Là, je répète un peu. Une procédure, une valeur procédurale avec un environnement contextuel est la plus importante invention en langage de programmation. Ben, ça fait 5 fois que je le dis. Hein? Quand je dis un truc 5 fois, ça veut dire que c'est vrai. Voilà. Donc je ne vais pas répéter, continuer. Il y a un truc que je dois vous expliquer. On parle de programmation d'ordre supérieur, higher order. Et donc, il faut savoir ce que c'est l'ordre d'une fonction. Ça, c'est un truc super intéressant. L'ordre, qu'est-ce que c'est l'ordre d'une fonction? C'est un chiffre. En fait, c'est très simple. Une fonction dont les entrées et la sortie ne sont pas des fonctions, mais des listes ou des nombres, on appelle ça une fonction de premier ordre. OK? Et une fonction, s'il y a un des arguments est de l'ordre n, alors la fonction est ordre n plus 1. Donc on peut avoir des fonctions de premier ordre, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et plus que l'ordre augmente, plus que la fonction devient abstraite. Hein. Vous allez voir ce que ça donne. Okay? On va voir des exemples. Alors, maintenant, on commence à écrire. La première technique, hein, une fonction, c'est une valeur. Eh bien, quand j'appelle une autre fonction, je peux le donner comme argument. Voilà. Ici, j'ai la fonction map, et a deux arguments. F, c'est une autre fonction, et L, c'est une liste. Hein, on va cliquer sur la liste. On appelle F sur H. Et après, on fait l'appel récursif. Et après, on fait un appel. Ici, on a une fonction anonyme qui prend x et qui renvoie x fois x, donc x carré. Et donc, map, qu'est-ce que fait map? Elle va appliquer la fonction f sur tous les éléments d'une liste et elle va créer une autre liste. Hein? Donc, le résultat ici sera quoi? Ah ben, 49, la liste 49, 64, 81. Hein? Vous voyez comment ça marche? Ben, je vais écrire le code. Je crois que je suis obligé de niveau. Je vais écrire le code. FL, case as of new nil, sinon H T F de H. J'ai un très vieux Mac Pro. Hein. En fait, le clavier déconne un peu, mais un jour je vais le voilà. Vous voyez la fonction. C'est une simple fonction récursive, mais f est un argument. L'argument est une fonction. C'est très intéressant. Et si je fais... Ah, et maintenant, je définis une fonction anonyme à un argument. Parce qu'ici, on a une fonction d'un argument. À x cube. Et je fais une liste comme ça. Et vous voyez là, bon, c'est un peu petit, je vais faire un peu plus grand.
127, 64, 125. C'est tous les éléments cubes, hein, x fois x fois x. Vous voyez comment ça marche? C'est intéressant, hein? On nous donne une fonction comme argument. Ça a l'air simple, hein? Ah, ça s'appelle la généricité. C'est l'exemple le plus simple du Heisenberg. Hein? Petite question. On a vu l'ordre d'une fonction. Quel est l'ordre de map? Là, dans cette affaire. Dites-moi. Quel est l'ordre de la fonction map? C'est quoi? Oui? 2. 2. Très bien. Pourquoi? Il y a un argument, il y a une fonction d'ordre 1. Oui, exact. Merci beaucoup. Il y a une fonction, un des arguments de map, et cette fonction x qui vient x carré. Cette fonction est une fonction de premier ordre, parce que les arguments et la sortie ne sont pas des fonctions, ce sont des nombres. Et donc, map, c'est un de plus. Map est une fonction de deuxième ordre. Hein? C'est intéressant, c'est notre première fonction higher order. Ça, c'est un cas simple. On va aller plus loin maintenant. Voici une autre technique. On va renvoyer une fonction comme sortie. Ça s'appelle instantiation. Quand une fonction est renvoyée comme résultat. Pourquoi j'appelle ça instantiation? Ben, vous connaissez déjà ça. Si vous avez une classe et vous créez une fonction, un objet, c'est une instance de la classe. Eh bien, dans la sémantique, c'est ça qu'on fait. On va voir ça plus tard. Hein? On peut voir un objet, dans la sémantique, un objet est une fonction, et la fonction new qui prend une classe et qui crée un objet fait de l'instanciation, parce que le résultat est une fonction. Un objet, c'est une fonction. Ici, j'ai la fonction makeAdd, et cette fonction renvoie une autre fonction. Ça, c'est une fonction anonyme. $x qui fait x plus a. Donc, le résultat de makeAdd est une autre fonction. Hein? Donc, je vais faire écrire le code. C'est A. Ici. Ok, c'est A. Si je fais make add A, et je renvoie une fonction x plus A. Make add est une fonction. Vous voyez, c'est très simple. Hein? Il renvoie une autre fonction. Alors, si je fais make add 3, add 3, c'est quoi? C'est une fonction. Add 3 c'est une fonction qui va ajouter son 3 à son argument. Ici, je fais pause 2, add 3. Vous voyez, le résultat, c'est 103. Alors, vous voyez ça derrière un petit bout de caractère. Vous voyez que make add renvoie une fonction. En fait, makeAdd permet de créer plein de fonctions différentes. Ah. Ici, le int, par exemple, il ajoute 1 à x. Mais avec makeAdd, à chaque fois qu'on appelle makeAdd, on fait une autre fonction. Si je fais makeAdd de 10, j'ai une fonction qui ajoute 10. MakeAdd de 20, il ajoute 20. Hein? Ici, add 5 de 100, on va faire 105. Donc, makeAdd, c'est une fonction qui renvoie une fonction comme résultat. Et ça marche comme on veut. Hein? Ici, si la A est 5, la add 5, il va ajouter 5. Alors là, j'ai deux questions pour vous. Premièrement, comme toujours, quel est l'ordre de makeAdd? Quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y en a un qui doit certainement connaître la réponse, mais quelqu'un derrière là. Quel est l'ordre de makeAdd? Difficile. Donc, je vous rappelle,
l'ordre d'une fonction, il faut regarder les arguments et le résultat. Si tous ces trucs-là ne sont pas des fonctions, c'est premier ordre. S'il y a une fonction de premier ordre dans tous ces trucs-là, alors c'est deuxième ordre. Alors, quel est l'ordre de make add? 2, hein? Oui, parce que make add renvoie comme résultat une fonction de premier ordre. Donc make add, c'est aussi une fonction de deuxième ordre. Comme map. Vous voyez que le map et le make add, c'est très différent, hein? Mais en fait, toutes les deux sont des fonctions de deuxième ordre. OK? Et c'est intéressant, hein? On peut, avec une seule fonction make add, on peut faire plein de fonctions différentes. Add 5, add 6, add 7, add 8, add... Chaque fois qu'on appelle make add, on a une autre fonction. Et toutes ces fonctions sont différentes. Ils ne vont pas faire exactement la même chose. Pourtant, toutes ces fonctions ont le même code. Mais toutes ces fonctions, il y a un truc qui est différent pour toutes ces fonctions. C'est quoi? Oui, ça s'appelle comment? Les données à l'intérieur de la fonction, si je fais add 6 égale make add de 6, et add 5 égale make add de 5, j'ai deux fonctions, add 5 et add 6, qui ont le même code. Mais qu'est-ce qui est différent entre ces deux fonctions? Les environnements. L'environnement contextuel est différent. En fait, toutes les fonctions renvoyées par make add ont exactement le même code, hein, les mêmes instructions, c'est ça. Mais un autre environnement contextuel. Oui? Si une fonction d'ordre 2 renvoie une fonction d'ordre 3, ça fait quoi? Pardon? C'est? Si une fonction d'ordre 2 renvoie une fonction d'ordre 3, ça existe? Ah, si une fonction d'ordre 2 renvoie une fonction d'ordre 3, ben, ce ne serait pas une fonction d'ordre 2, mais d'ordre 4 à ce moment-là. L'ordre est défini par rapport aux arguments. On peut avoir une fonction d'ordre 3. Il est même possible d'avoir une fonction avec un ordre qui est infini. Mais bon, je vous laisse ça comme petit jeu. Hein? Mais il y a des langages qui ont des trucs qui s'appellent des métaclasses, ou en C++, des templates, des trucs comme ça. Si on instancie une métaclasse, on obtient une classe. Si on instancie une classe, on obtient un objet. Donc une métaclasse, c'est quelque chose d'ordre 3. Hein? C'est donc, ça existe, hein? Et on peut faire des trucs comme ça. OK. Voici un autre exemple. Maintenant, on va commencer à faire des trucs un peu plus sophistiqués, plus marrants. Là. Je définis une fonction, compose, qui fait la composition de deux fonctions qui sont données comme argument. Ah, ça, c'est intéressant. Je prends la composition de deux fonctions, c'est une après l'autre. Hein. F et G, par exemple. Je renvoie une fonction qui est f de G de x. Cette fonction est la composition de f et g. Et par exemple, je peux définir une fonction f new qui est la composition de la fonction x carré et de la fonction x plus 1. Donc il y a plein de questions là à faire. D'abord, quel est l'environnement contextuel de la fonction renvoyée par compose? Donc cette fonction-là, quel est son environnement contextuel? On a vu ça, vous devez être capable de me dire ça. Quel est l'environnement contextuel de la fonction de f new, disons. Hein? Quel est l'environnement contextuel de cette fonction-là? Pas de compose, hein, mais de la fonction renvoyée par compose. On commence à jongler avec les fonctions ici. Hein? Alors, quelle est la réponse? Quel est son environnement contextuel de cette fonction-là?
Non? Quelqu'un un peu matheux? Non? Quels sont les identificateurs ici, juste dans le corps, hein, qui sont définis à l'extérieur? Ben, X, c'est un argument qui est là, donc ce n'est pas les X. F et G sont des arguments ici, ne sont donc pas définis dans le corps. Donc l'environnement contextuel, c'est un environnement qui contient F et G. Alors, il y a donc deux choses dedans. Et si je fais F nous de 2, qu'est-ce que ça va afficher? Ça, pour pouvoir regarder, vous dites, hein? Ça fait quoi? Bien, c'est F de G de X. X, c'est 2. Donc G de 2, c'est 2 plus 1, c'est 3. Et ici, on a 3 carrés. Donc le résultat devrait être 9, non? On peut essayer. Parce que le système, lui, n'a aucune confusion. Il sait très bien ce qu'il fait. Je vous vois pas. Propose de f et g, ça renvoie une fonction de x, fonction d'un argument, de f de g de x. C'est très simple, non? Mathématiquement, c'est très simple. Et on a tout de suite, on comprend ce que ça devrait faire. Hein? Propose de f, là j'invente une fonction, et l'autre, f nous, avec deux fonctions comme argument. Et si je fais, alors, f nous de 10, d'abord, je voudrais que vous me dites ce que c'est avant que je exécute ça. Parce que le système, lui, il sait ce qu'il va afficher. Mais est-ce que vous le savez? Hein? F nous de 10, f de g de x, ça donne quoi ici? Vous avez le droit d'utiliser une calculatrice. Eh bien, bah, g, ça c'est x plus 19, donc ça fait 29. Après, on a les cubes. C'est donc 29 cubes. Hein? Là, je peux donc faire. Non, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Hein? Ça, c'est déjà arrivé. Donc, si je fais ça, ça va donner la même chose. Ça donne la même chose. C'est incroyable. Hein? Et donc c'est x plus 19 cubes en fait. Hein? Bah, on n'a pas encore fini de rigoler là. F2 égale propose de F nous avec F nous. On peut le faire récursivement. Hein? C'est pas parce que F nous a été créé avec compose qu'on ne peut pas utiliser F nous comme argument dans de nouveaux composes. C'est un peu plus compliqué maintenant. C'est un peu plus grand. Hein? Et donc, c'est un peu magique, non? Eh bien, c'est ça la programmation d'ordre supérieur. Pourquoi ça marche? Parce que chaque fonction a un environnement contextuel. La magie vient de là. Ok. Ça c'est bien. Je vais essayer de faire un autre. Si je vais le faire maintenant. Bon, après, je le refais. On va pas trop.
conclusion. Donc, vous voyez qu'on peut donc bricoler, créer des fonctions ad infinitum. Hein. Mais on n'a pas encore fini de lire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, qui sont encore très marrantes. On a vu que le tout petit début de la programmation d'ordre supérieur. Mais bien, on va faire une petite pause et après je vous ferai encore quelques petites choses. Voilà. Donc, je vais vous donner encore des exemples. Avant de passer à l'exemple suivant, je voudrais vous donner une variation de compose. Le compose sur le slide, là, c'est une fonction du deuxième ordre, là, parce qu'il y a deux arguments de premier ordre, et le DAF, c'est le premier ordre. On prend le maximum de l'ordre des arguments du stade. Le maximum, c'est donc 1, et on ajoute 1. Donc compose est une fonction de deuxième ordre, mais je peux écrire compose d'une autre façon. Je peux l'écrire comme ceci. Au lieu d'avoir une fonction de deux arguments, j'ai deux fonctions imbriquées et chaque fonction a un argument. Donc j'appelle compose de f, ça me renvoie une autre fonction ici. Et si j'appelle cette fonction avec g, j'obtiens une troisième fonction qui est la même fonction que fait compose. Vous voyez, là, on a une belle structure. Hein? Et donc, ici, donc sur le slide, compose est de deuxième ordre. Mais le compose ici, allez, j'appelle ça compose prime, il est de quel ordre, là? Cette fonction compose est de quel ordre? Dites-le-moi. Quels sont les arguments? Donc, on suppose que le f est une fonction de premier ordre, mais la fonction que compose prime renvoie, c'est la fonction que je mets dans un rectangle vert ici. Cette fonction est de quel ordre? Eh bien, pour comprendre ça, je dois avoir cette fonction ici, qui n'a pas de nom, renvoie une autre fonction. G, on suppose que c'est le premier ordre. La fonction dans le rectangle bleu, on suppose est premier ordre aussi. Et donc la fonction dans le rectangle vert est quoi? Deuxième ordre. Hein? Et compose prime est donc de quel ordre? Troisième ordre. Hein? Fonction de troisième ordre. Donc, vous voyez, ce n'est pas difficile ou bizarre d'avoir des fonctions d'ordre plus élevé. Et je vais vous expliquer ça. J'appelle ça compose 1, f. Je renvoie une autre fonction. Et celui-là, cette fonction-là renvoie une autre fonction. f de g de x. Je peux faire exactement la même chose que le compose avant, avec ça. Je peux faire par exemple f nu qui compose 1 de soit x, par exemple x fois x. Mais ce compose 1, c'est une fonction qui demande un deuxième argument. Donc je mets ici. Vous voyez que je mets encore une accolade. Donc ça, ce truc-là, hein,
je sélectionne est une fonction d'un argument, et je peux donc l'appeler donc le compose 1, il donne le même résultat que le compose. Vous voyez que j'ai un peu déballé. Au lieu d'avoir une fonction de 2 arguments, j'ai deux appels d'une fonction de 1 argument. Je peux avoir un appel d'une fonction de 2 arguments. Ici, je fais 2 appels. Voilà, ça c'est bon. 2, 10, 12, 969. Par contre, je peux aussi faire, Q, je pose 1, 2, 3, la fonction Q, là, c'est une fonction d'un argument. En fait, ça correspond au rectangle fait là. Et si j'appelle la fonction Q avec une fonction là, G, on va obtenir ça. Okay? Vous voyez le genre de choses qu'on peut faire. Et ici, j'ai donc 3 définitions de fonctions. Chacune de ces fonctions a un autre environnement contextuel. Compose prime, son environnement contextuel est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun identificateur. Ici, dans le rectangle vert, est défini à l'extérieur. Par contre, la fonction verte, dans le rectangle vert, là, il y a un F à l'intérieur, même si c'est à l'intérieur d'une définition de fonction. Je regarde le rectangle vert ici. Dans le rectangle vert, il y a le F qui est défini à l'extérieur. Donc l'environnement contextuel de la fonction dans le rectangle vert contient un élément, c'est l'identificateur F. Et la fonction dans le rectangle bleu a F et G qui sont définis à l'extérieur par rapport au rectangle bleu. F et G. F et G. Donc l'environnement contextuel contient F et G. Vous voyez que techniquement, c'est très simple, mais ça reste quelque chose de profond. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est des vraies manipulations de fonctions. Ok, je vais continuer parce qu'on n'a pas fini. On va commencer. Je vais me donner un autre exemple maintenant, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous avez vu les accumulateurs. Un accumulateur, quand on calcule le factoriel, on a 2 arguments. Il y a un argument qui descend, un argument qui augmente et qui accumule le résultat. Le A, on appelle ça l'accumulateur. Bien, on peut utiliser la programmation d'ordre supérieur pour cacher un accumulateur qu'on ne voit pas à l'extérieur. Ça, je vais vous montrer. Et la fonction que je vais vous montrer, je vais vous montrer une fonction là, qui s'appelle fold. Fold est une fonction célèbre. C'est une fonction très connue dans la programmation fonctionnelle. Il y a un autre nom aussi. Parfois, la fonction s'appelle aussi reduce. Ce sont des synonymes. Mais moi, je vais l'appeler fold. Fold, ça veut dire plier. Vous allez voir l'intuition. Supposons qu'on veut additionner les éléments d'une liste. On a la liste A0, A1 jusqu'à AN-1 et on va faire la somme. A0 plus A1 jusqu'à N-1. Allez, on écrit comme ça. On commence par 0, on ajoute A0, après on ajoute A1, après on ajoute A2.
Vous voyez qu'il y a un plus là. Mais plus, c'est une fonction. Plus, c'est une addition. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne fait que le plus. On peut remplacer le plus par une fonction quelconque, f. Hein? Mais la fonction f n'est pas un opérateur binaire. Donc on fait f de 0 de A0. Après on fait f de ça à 1, f à 2, f à n. Donc f est donc, ça peut être une addition, mais ça peut être autre chose aussi. Hein? Et on peut définir une fonction fold L. Hein? Le L c'est pour left, hein? Parce qu'en fait il y a deux façons de faire fold, de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais on fait de gauche à droite, ça s'appelle fold L. On a la liste, on a f, et on a la valeur initiale de 0 là, c'est important là. Mais cette fonction va faire ça. Et si f est une addition, ça va faire la somme. Mais si f est une multiplication, ça va faire le produit. Si f est la fonction maximum, ça va chercher le maximum des éléments d'une liste. Hein? Donc avec une seule définition de fold, on peut faire plein de choses. Ok? Ben, je vais vous donner la définition. Le fold est très simple à définir. C'est une simple fonction sur une liste. L, F et U, c'est la valeur initiale. Donc, c'est comme on a une liste, on fait un case sur la liste. Hein? Nil et H bar T. Si nil, alors le résultat c'est U. Hein? Si la liste est vide, c'est 0. Sinon, on fait un appel récursif. On prend le U et on fait F de U de H. Hein? Si F est une addition, on va additionner. Hein? Après, on fait l'appel récursif avec T, c'est toujours le même F. Et si on appelle fold L avec une addition, ça c'est une addition, hein? X plus Y, ça va faire la somme. Et donc, fold L est une très gentille fonction d'ordre supérieur. Hein? Quel est l'ordre de fold L? Oui? En fait, je ne comprends pas trop pourquoi on dit qu'on cache la déclaration. Oui, parce qu'on le voit là. Oui. Ah oui. Ah, il y a toujours. Oui, c'est vrai. Mais on ne voit pas le code, en fait. Hein? Il faut donner la valeur initiale. Mais ce qui se passe avec ça, en fait, on ne le sait pas. Hein? Oui, il faut donner une valeur initiale, en effet. Mais là, l'appel récursif, il fait l'accumulation, on ne le voit pas. Hein? Mais c'est vrai, on voit le U là. Donc, on peut dire que le U, c'est l'accumulateur. C'est bien. C'est toujours bien de voir quelqu'un qui me force à être honnête dans le rituel. On va faire ça. Je vais expliquer ça. L, F, U. D'abord, c'est un truc sur un liste. Donc, case L. U, c'est simple. Toutes les fonctions sur la liste, on va les écrire comme ça. H bar T, L, et maintenant on a l'appel récursif. À la place de L, on a T, le F reste. Ici, à la place de U, on fait F, U, H. Maintenant, on peut faire une browse. Là, j'ai une liste. Et là, je fais une fonction. Là, ça doit être une fonction binaire. Hein? C'est plus une fonction binaire qu'on va faire. X fois Y, par exemple. Je commence avec 1. Et là, j'ai 720 fonctions tout petites. Et on peut le voir là. On voit que je fais la multiplication. Mais je peux faire autre chose si je veux. Je peux faire. Là, je fais une liste
y del x, else y, hein, c'est un genre de maximum. Donc ça, c'est une fonction qui va trouver le maximum. Ah oui, bien sûr. Quel bête idiot que je suis. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Oui. La troisième valeur. Le troisième argument. Et comment faire le maximum? En principe, pour être bien, il faut faire au moins infini. Hein? Bon, mais je ne vais pas. Allez, supposons que ce sont des entités positives. Je mets 0. Là, on a 7, le maximum. Hein? Voilà. Vous voyez comment ça marche là? Voilà. Ça c'est la fonction fold. Et donc, question pour vous, bien sûr, toujours la question, quel est l'ordre de fold L? Allez, oui. 2, hein, parce que les arguments sont tous de l'ordre 1 ou 0. Hein. On peut dire qu'une valeur qui n'est pas une fonction, comme 0, 1 ou 3 ou une liste, on peut dire que c'est un truc d'ordre 0. Une fonction qui n'a pas d'argument, qui a d'arguments qui sont que des valeurs, qui ne sont pas des fonctions, c'est ordre 1, et après on augmente la valeur. Là, je vais vous montrer un truc, une variation de ce que je viens de faire, très intéressante. Alors, voyez, regardez ce que je vais faire. Ça, c'est compose. Ici, j'ai donc fold sur une liste. Là, j'ai une liste de fonctions d'un argument. Comme deuxième argument, je mets compose. Et la valeur de base, c'est la fonction qui fait l'identité. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Je fais donc composer. On a donc une liste de fonctions d'un argument. Et je veux faire la compétition de toutes ces fonctions. Non, hein? Si je n'ai pas fait de vulga, parce que je n'ai pas encore essayé ça, c'est juste un truc qui me vient à la tête comme ça. Ça, on va faire browse parce que ce n'est pas du nombre. J'appelle ça la fonction f. Voilà, c'est ce que nous avons inventé.
dans le centroir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai une liste de fonctions d'un argument. Mon opérateur binaire, c'est la fonction compose. Compose prend deux fonctions d'un argument et renvoie une autre fonction d'un argument. C'est donc un opérateur binaire tout à fait comptable. Et l'initialisation, c'est une fonction d'un argument qui fait l'identité. Ça correspond au 0. Et je vais donc composer des fonctions. Donc toutes les fonctions dans la liste, je fais la composition. C'est marrant, comme technique de programmation. C'est gentil comme façon de faire, non? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des programmes comme ça, mais c'est très intéressant. Ok, je continue, parce que c'est pas fini. Maintenant, je vais penser d'une autre façon. Je vais faire autrement. Je vais faire ce qu'on appelle encapsulation. En fait, je pense la chose suivante. L'environnement contextuel, c'est à l'intérieur de la fonction. On ne la voit pas. Donc cet environnement est caché en fait de l'extérieur. Je peux utiliser ça pour cacher des choses à l'intérieur d'une fonction. Ici, par exemple, et ça s'appelle l'encapsulation. On peut cacher une valeur à l'intérieur d'une fonction. Si je fais 0, la fonction 0 renvoie 0. Mais la fonction 0, c'est une fonction de 0 argument. Et quand je l'appelle, ça me renvoie 0. Mais je ne sais pas, avant de l'appeler, ce qui est à l'intérieur de cette fonction. Et on peut faire des incrémentations aussi. J'ai la fonction int de h. Il va prendre un entier, mais représenté comme une fonction de 0 argument. Donc h, c'est une fonction de 0 argument qui renvoie un entier. Et je vais donc appeler h ici. J'ajoute 1, ça me donne n. Et je renvoie la fonction qui renvoie n. Ça, c'est une fonction de 0 argument. Donc int prend donc une fonction de 0 argument qui renvoie un entier. Et int va renvoyer une autre fonction de 0 argument qui renvoie l'entier plus 1. Et donc, on peut faire un calcul sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est curieux, hein? On peut cacher les choses à l'intérieur. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc, j'ai la fonction 0. Je renvoie 0 pour qu'on appelle. Si je fais browse de 0 sans l'appeler, juste 0, c'est une fonction ça. Le browser ne voit pas ce qu'il y a dedans. Pour le browse, en fait, c'est une procédure d'un argument. Vous voyez qu'une fonction de 0 argument, c'est comme une procédure d'un argument plus. Mais je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est caché. Si je fais browse de 0 comme ça, là je vais voir la valeur. Maintenant, je peux faire une fonction qui va incrémenter. C'est une façon de représenter un nombre. Je représente des nombres comme des fonctions de 0 argument. Donc je vais déclarer une fonction int qui prend un nombre, allez, a, et qui renvoie le nombre a plus 1 en fait. Donc il y a différentes façons de faire ça. Disons je fais ça comme ça. B égale la valeur et je renvoie je vais faire plus 1. C'est curieux ce que je fais là. A, une fonction de 0 argument, et le résultat est aussi. C'est une fonction de 0 argument. Browse int
Mais si je veux connaître la valeur, comment je fais ça? Vous voyez ce que je fais là? La fonction, je l'appelle ici. Ça fait 2. Une autre façon d'écrire ça, peut-être de façon plus visible, c'est b égale int de 0. Comme ça. Donc b est une fonction qui cache la valeur de 2. Et pour faire sortir la valeur de 2, je dois appeler. Ça fait 2. Là, j'appelle une fonction de 0. Vous voyez ça? Oh, attention, on n'a pas fini de rigoler, parce que je vais vous donner un autre exemple maintenant. Je passe parce que je veux qu'on voit les deux définitions en même temps. Je peux faire une autre définition de int. Non. Chez int de a, je renvoie une fonction quand on appelle, elle va appeler a et ajouter a. Ah ben, ça fait presque la même chose que là. Sauf que la différence, c'est que l'appel de a est à l'intérieur de la fonction, et là, c'est à l'extérieur. Allez, je vais appeler ça un int. Pour retarder, parce que l'appel est retardé. Browse 2, int r 2, 0. Je l'appelle là. Je le mets un peu avec des espaces pour que vous voyez ce que je fais là. Ça fait 1. Donc, quelle est la différence entre int et int r? Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, ça fait la même chose. C'est juste le moment où on appelle A est différent. Ici, on appelle avant de définir l'autre fonction, et ici, on appelle à l'intérieur de l'autre fonction. En fait, le int R, il va être moins efficace. Parce qu'à chaque fois quand on appelle la fonction, il va recalculer le A. Par contre, ici, il le calcule une fois pour toutes. Il y a la différence? Ok. Maintenant, je continue. Allez, on est presque terminé. Mais la chose que je vais montrer là, maintenant, est quand même très marrante. La dernière chose, allez, l'avant-dernière chose, ça s'appelle l'exécution retardée. Alors, supposons que j'ai une instruction. Je vais peut-être expliquer ça d'abord sur le tableau. Après, je vais vous montrer avec le code. Supposons que j'ai une instruction. Et je connais l'instruction. Hein? Mais je ne veux pas l'exécuter tout de suite. Je veux l'exécuter plus tard. Alors, voici la façon de faire. Supposons que j'ai une instruction S. Ça peut être une très grosse instruction. S. Et je l'exécute. On peut l'exécuter. Exécution de S. Mais supposons que je fais ceci. S égale proc de $, et je mets le S à l'intérieur de la définition de cette grosse instruction. Ici, je n'exécute pas S, je définis une procédure. Ici, plus tard, j'exécute S, c'est comme si j'ai exécuté l'instruction. Ici, on a l'exécution. Vous voyez, on a ce qu'on appelle exécution retardée. Je définis l'instruction S,
c'est une procédure de zéro argument qui contient le S à l'intérieur, mais je ne l'exécute pas. Et plus tard, je l'exécute. Ça va donner exactement le même effet comme si j'avais exécuté S. Ce sera exactement pareil à cause de l'environnement contextuel. Et voici un exemple de ça. Avec ça, on peut, avec la programmation de l'ordre supérieur, on peut inventer une instruction if. Alors, supposons que le langage, je veux inventer une instruction if. Ici, je vais utiliser if, mais bon, c'est pas grave. J'ai une instruction if true, j'ai une condition, qui est une fonction booléenne, qui renvoie true ou false, et statement, c'est une instruction. If, cond, then statement. Alors, si je fais l'instruction browse de 111 par 111, il y a une voilà. Désolé. Effectivement, je fais beaucoup de là. Ça, c'est mieux. Ah non, c'était beau. Oh. C'était beau, hein? Oui. Oui, ça c'est une procédure de zéro argument qui fait browse 111 par 111. Mais là, je ne l'exécute pas. J'ai défini une procédure, STMT, qui contient ça. Et là, j'exécute if true. Et c'est à l'intérieur de if true que je vais exécuter l'instruction si la condition est vraie. Vous voyez que je peux donc inventer une structure de contrôle avec ça. Bon, le if n'est pas très marrant, mais je vais vous montrer un autre exemple. Avec un if, je peux inventer un while, une boucle while. Je veux, ici au début, on voit ce que je veux faire. Je veux inventer une boucle while. S, c'est une variable. S égale init. Après, while la condition S est vraie, je transforme S. Je fais la boucle while. Donc, en remplaçant par condition et transforme par quelque chose, je peux faire n'importe quelle boucle while. Ça, je peux écrire ça comme une fonction d'ordre supérieur. While S, cond transform. Et cond et transform, ce sont des fonctions. Cond est une fonction qui prend l'état S et que renvoie true ou false. Et while va prendre l'état S et va transformer le S. Et après, je peux appeler ça. Mais je dois vous donner un exemple de ça. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec ça. On va faire une boucle while. While, le while prend trois arguments, un état, une condition et une transformation. Et si la condition est vraie, je veux faire la même, alors je continue. While la condition est vraie, je fais while, et à la place de S, je fais transform S. Et je continue avec condition transform. Else, le résultat S. Mais je dois vous donner un exemple de ça, sinon vous n'allez pas bien comprendre. Je vais faire une boucle while avec ça maintenant. Voici la boucle que je vais faire. Je vais l'écrire sur le tableau. Je vais faire une fonction factorielle avec deux variables, i et a. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait fait avant. While i plus grand que 0, je fais a devient a fois i, et je fais i devient i moins 1.
Et le résultat, à la fin, c'est A et le factoriel. C'est vrai, hein? Donc, je vais faire ça avec cette boucle while. Comment je vais le faire? J'ai deux variables là. C'est pas grave, je vais créer un tuple avec I et A. Donc, mon état S, ce sera un tuple qui contient I et A. Et I plus grand que 0, ça va correspondre à S moins 1 plus grand que 0. Parce que ça c'est I. Et ça, ces deux instructions, ça va correspondre à T de A, c'est S.2, fois I, c'est S.1. Et ici, j'ai. Je mets dans le mauvais sens. D'abord, I moins 1, c'est I, c'est S.1 moins 1. Après, c'est A fois I, c'est S.2 fois S.1. Ça, c'est le transform, et ça, c'est. Oui, c'est très. C'est compliqué. S numéro T de 10, je vais calculer 10 factoriel. Et le résultat, ce sera F. Donc, ce sera, oui, F, allez, F égale, S. Maintenant, je définis la condition. Condition, c'est une fonction de un argument qui renvoie un booléen. S moins 1 plus grand que 0. Et la transformation, c'est aussi une fonction de un argument qui renvoie un nouvel état, un nouveau tuple S.1 moins 1 et S.2 fois S.1. Vous voyez, je viens d'inventer le while là. C'est vrai que c'est un peu contourné parce qu'il n'y a pas de syntaxe pour ça. J'espère que je ne fais pas de bugs là. Parce que là, je l'invente comme ça dans la tête. Hein. On va voir si c'est bon. Ça marche. Regarde ce que je vois là. L'état à la fin, c'est 0, 3628 800. Ça, c'est 10 factoriel. Ce truc-là, je viens de calculer 10 factoriel. Et ça correspond exactement à cette boucle while. Et c'est fait avec du higher order. Si je donne une sucre syntaxique à ça, je peux inventer d'autres structures de contrôle bien plus compliquées. Vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai inventé une boucle while. Ok. Je vais m'arrêter là pour les exemples. Mais plus tard dans le cours, dans les faire suivre, on va utiliser les order pour inventer des objets, des types abstraits, des classes, des abstractions, comme j'ai dit. Hein. Mais vous voyez un peu. Ça c'est un exemple qui fait la somme des entrées de 1 jusqu'à n. Vous voyez? Je fais, et ça correspond à ça. Donc, dans le slide, il y a donc un exemple. Hein? C'est donc une higher order. Donc, l'ordre de while. Petite dernière question pour vous narguer jusqu'au bout. Quel est l'ordre de while? Là. Combien? Les deux fonctions sont quel ordre? While et quel ordre? 2, hein? C'est une simple fonction de deuxième ordre. C'est rien, c'est facile.
On a déjà vu mieux que ça. On a vu 3 diapositives. Ok, je vais maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais résumer ce que nous avons vu aujourd'hui. On a vu donc plein de techniques de programmation. Vous voyez, avec cette idée simple de fermeture, on peut faire des trucs très marrants. Générifier, instruction, abstraction, encapsulation, expression retardée. Tout ça avec les valeurs. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de jouer à ça vous-même. Vous allez faire des exercices. Il faut bien comprendre ça. Ok. Je pense que je vais m'arrêter là. Sincèrement, je pense que c'est